Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et on s'attaque à l'équipe Cofidis, le crédit en ligne. L'équipe Cofidis, l'équipe française, on va revenir sur la saison 2022 de cette équipe et puis on verra un petit peu ce qu'elle a fait lors de cette saison 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller sur TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Faites attention quand même, n'hésitez pas à aller voir la page directement de YouTube. N'hésitez pas à aller voir la playlist également des présentations cyclisme World Tour et présentations cyclisme tout court. Vous avez une magnifique playlist qui est prévue pour ça. Et n'hésitez pas également à aller voir directement sur la page de la chaîne, parce que parfois YouTube fait des petites feintes, surtout quand il y a beaucoup de vidéos qui sortent dans la même journée, ce qui arrive en ce moment, parce que j'essaye que toutes les vidéos World Tour sortent avant le départ du Tour de Under. On commence tout de suite avec l'équipe Cofidis, l'équipe de Cédric Vasseur. L'année 2022 de Cofidis, c'est plutôt une bonne saison. Déjà en termes de points UCI, 8079 points avec la 10e place de ce classement, ce qui a permis à cette formation de rester en World Tour alors que c'était pas forcément facile en début d'année. Beaucoup de points marqués, notamment sur les épreuves de Coupe de France, mais pas seulement. Il y a eu également des bons résultats, notamment je pense à la 2e place de Yon Izagirre sur le Tour du Pays Basque, qui a été un excellent résultat. N'oublions pas également Simon Geschke, par exemple, ou même Guillaume Martin, qui a amené des points, notamment sur la première partie de saison. La saison de la Cofidis, pour moi, on a l'impression comme ça que ça n'a pas été une saison exceptionnelle. Mais pourtant, il y a 19 victoires, ce qui est plutôt très intéressant. Vous avez donc beaucoup de points marqués, 10e place au classement UCI sur l'année 2022, alors que ce n'est pas le plus gros budget Cofidis. Et puis donc, Geschke, 3e du Tour de Romandie, Yon Izagirre, 2e du Tour du Pays Basque. N'oublions pas également la victoire sur les boucles de la Mayenne de Benjamin Thomas, Max Walscheid, Grand Prix de Denain, 14e place de Guillaume Martin sur le Tour d'Italie. Il y a eu également la victoire de Jesus Serrada sur la Vuelta. Beaucoup de points marqués par beaucoup de coureurs différents, ce qui fait que la Cofidis fait partie de ces rares équipes l'année dernière qui ont perdu des points au cours de la saison. Parce que son top 10 était aussi performant que les 5 coureurs qui étaient derrière le top 10. C'est-à-dire que le top 15 et le top 10, c'était très proche en termes de points. Au niveau des coureurs, ce qui fait qu'il y a les coureurs qui étaient entre 11 et 15 ne marquant pas de points, ça posait des problèmes pour Cofidis, donc le changement de réglementation va un peu aider Cofidis quand même. Et puis des coureurs qui ont vraiment fait des bons résultats, c'est vrai que Benjamin Thomas a été une belle saison, on ne voit pas là, mais Brian Cocard aussi, qui a fait des beaux sprints, et puis Yon Izagirre, qui ont été les hommes forts, même plus que Guillaume Martin. Alors certes, Guillaume Martin, il a quand même eu des résultats, mais c'est vrai qu'on a presque plus vu ces coureurs-là que Guillaume Martin, au final sur la saison, même si Guillaume Martin avait fait un bon début d'année. Que dire d'autre du côté de la Groupama? Il n'y a pas eu de problème en termes de relationnel. Ces dernières années, on avait souvent entendu des coureurs se plaindre de Cédric Vasseur, ça n'a quand même pas été le cas cette année. On a senti une situation assainie et une équipe qui performait vraiment très bien. Un peu comme Intermarché, c'est des équipes qui, avec des effectifs qui sont pas si exceptionnels que ça, ont fait des bons résultats. Donc ça, c'est une très très bonne chose de la part de cette formation. On espère qu'en 2023, ça sera aussi bien de la part de la Cofidis, mais bon, on a un effectif qui est plutôt stable. Alors certes, il y a des coureurs qui vieillissent, vous avez des têtes d'affiche qui vieillissent, c'est quand même plutôt une équipe intéressante. Ça serait quand même bien du côté de la Cofidis, c'est de trouver des jeunes coureurs. C'est un peu leur difficulté aujourd'hui, ils n'ont pas de formation. Contrairement à G2R, contrairement à la Groupama, ni de club de D1 avec lequel il soit affilié, ou d'équipe continentale avec laquelle il sera affilié. Et ça serait peut-être pas une mauvaise idée pour former des jeunes coureurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu le souci de la Cofidis, ce sont les jeunes coureurs. Ils arrivent à en trouver, Victor Lafay notamment, mais c'est vrai que c'est pas forcément leur spécialité non plus du côté de la Cofidis.
du côté du nombre de victoires l'année dernière, il y a eu pour la Cofidis selon CQ Ranking, il y a eu 19 victoires, ce qui les place 15e. Ça les place par exemple à égalité avec Israël, devant une équipe comme Total Energy, devant une équipe comme AG2R, devant une équipe comme Coratec, comme EF. Voilà, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de victoires, et en plus des victoires qualitatives aussi en termes de points. Et ça, c'est une équipe qui a été très efficace au niveau des points UCI. On poursuit du côté de la Cofidis les victoires de l'année 2023. Elles sont au nombre de 19, donc là il n'y a pas de souci, on a les mêmes chiffres sur un site comme sur l'autre. Étoile de Bessèges, l'étape numéro 2 pour Brian Cocard, l'étape numéro 3 pour Benjamin Thomas, le classement général pour Benjamin Thomas. Brian Cocard qui remporte l'étape 2 du Tour de la Provence, le Grand Prix de Denain remporté par Max Walscheid, c'était au mois de mars. Victoire sur la classique Loire-Atlantique d'Anthony Perez. Axel Zinglet qui a remporté la route à Dédi de Vitré, c'était le 1er avril. Yonis Aguirre, 6e étape du Tour du Pays Basque. On retrouve ensuite Rezou Serrada sur la classique Grand Besançon. Benjamin Thomas qui remporte l'étape 2 des boucles de la Mayenne et le classement général final. Le Tour de l'Ain remporté par Guillaume Martin avec une victoire dans l'étape numéro 2. L'Arctic Race of Norway, la première étape remportée par Alsek Zinglet, l'étape numéro 3 remportée par Victor Lafay, avec un peu en tournoi de première classe lors de la dernière journée de course. Rezou Serrada, vainqueur de l'étape numéro 7 de la Vuelta. Simone Consoni qui a remporté Paris-Chauny. Axel Zinglet qui a remporté la Famenne Ardennes Classique, j'arriverai toujours pas à dire correctement le nom de cette course. Et puis Brian Cocard qui a battu Arnaud Desmar sur le Tour de Vendée. Donc, 19 victoires, eh bien, c'est bien mieux que les 2 années précédentes. 2021, c'était 12. 2020, c'était 2 victoires. Il faut remonter à 2019 pour avoir 20 victoires. 2018, 21 victoires. Mais dans l'ère moderne, sur les 10 dernières années de la Cofidis, eh bien, ça fait partie des meilleures saisons de cette formation nordiste. Il faut remonter pour la meilleure saison en termes de nombre de victoires. Il faut remonter quand même en 2001 à 25 victoires. Mais c'était la période où chez Cofidis, vous aviez des coureurs qui n'étaient pas forcément très clean. Je pense notamment à David Millard, à l'époque, qui était dans cette formation. On passe au transfert pour cette équipe Cofidis. Du côté des transferts, eh bien, effectif à peu près stable. 4 arrivées pour 5 départs. Parmi les départs, David Villela qui n'a toujours pas trouvé de point de chute, le coureur italien pour le moment. Sander Armé qui a pris sa retraite, comme Cadet Van Bilsen. Tom Bolly qui rejoint l'équipe suisse Tudor Pro Cycling, et puis Simon Sajnok qui lui rejoint Q36.5 Pro Cycling Team. Non, toujours très facile à retenir d'équipe. On en parlera de cette formation dans les équipes de Pro Team. Du côté des arrivées, nous avons Jonathan Lastra qui arrive de Cara Rural, toujours une grosse formation espagnole dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs espagnols. Je rappelle que Cofidis a des intérêts en Espagne, soutient le cyclisme espagnol et est partenaire de la Vuelta notamment. Christophe Knopp, le Belge qui arrive de l'Arkea. Axel Mariot qui lui arrive de Team Unant Atlantique, qui a été une équipe qui a fait une grande saison. Et puis Harrison Wood qui arrive de l'AVC Aix-en-Provence, mais il a été également coureur chez SEG Racing Academy, ce Britannique qui fait partie des jeunes coureurs recrutés par la Cofidis. Au final, dans cette année, l'effectif de l'année 2023, nous sommes à 30 coureurs. Ils étaient 34 en fin de saison l'année dernière, donc il y a eu un petit peu de monde qui est parti, et puis des stagiaires qui n'ont pas vraiment été très satisfaisants. Le plus jeune coureur, c'est Hugo Toumir qui a 21 ans. Le plus âgé, c'est José Herrada. Nous avons plus de 10 coureurs qui ont 30 ans ou plus. Ils sont 11, du 19 au 30, oui, 11-12. Et puis des coureurs qui ont moins de 25 ans. Moins de 25 ans, ils ne sont que 6 entre Hugo Toumir et Axel Mariot. Donc c'est pas nombreux, et c'est là où je dis qu'il va falloir trouver des jeunes pépites du côté de la Cofidis. On passe aux coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, je commence avec Victor Lafay. 26 ans pour Victor Lafay, encore
Il rentre dans sa dernière année de contrat avec la Cofidis, lui qui n'a connu que la Cofidis jusqu'à maintenant, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie, c'était en 2021, vainqueur d'une étape sur l'Arctic Race of Norway. Gros trou noir sur le Tour de France. Victor l'a fait, où il n'a pas vraiment compris ce qui se passait pour lui. Dauphiné aussi qui n'avait pas été si facile que ça. Voilà, il y a eu un petit trou noir. Mais il y a eu des résultats cette saison, alors pas sur les épreuves World Tour. C'est peut-être ça qu'on pourrait lui reprocher, mais 5e de l'Arctic Race of Norway, et puis également 2e de la classique Grand Besançon. C'est un coureur que je vais suivre parce que c'est un coureur qui a connu une année 2022 un petit peu difficile. C'est un coureur que moi j'aimerais voir performer sur des épreuves plus importantes en termes de niveau, sur des épreuves World Tour, sur des classiques pour puncher aussi. Il a des bonnes qualités de puncher, plus puncher que grimpeur. Victor l'a fait, donc sur ces courses-là, j'aimerais le voir. C'est vrai que l'année dernière, Cofidis a quand même monopolisé un petit peu la Coupe de France comme objectif de saison. Et ça a peut-être été compliqué pour certains coureurs comme Victor l'a fait de s'exprimer sur les meilleures courses du calendrier parce que l'objectif était de marquer les points. Donc c'est ce qu'on verra avec Victor Lafay, mais c'est un coureur qui est très sympathique déjà et qui en plus vraiment m'avait émerveillé lors de sa victoire sur le Tour d'Italie. Donc je considère que c'est un coureur qui a des très très bonnes qualités de puncher. Donc c'est ce qu'on verra je pense en 2023 et voilà, j'aimerais le revoir encore au top niveau, le coureur français. Guillaume Martin, deuxième coureur à suivre, 29 ans. Guillaume Martin, contrat jusqu'en 2024, l'année 2022 qui n'a pas été facile sur les grands tours, n'a pas été en réussite sur les grands tours, ça a été un peu sa déception. Voilà, le Tour d'Italie qui a été compliqué, le Tour de France il est obligé d'abandonner alors qu'il était bien placé pour cause de Covid, et le Tour d'Italie où il a toujours été à contre-temps, il a quand même eu des top 10, mais on a senti à chaque fois qu'il n'arrivait pas à trouver le bon carburation, qu'il n'arrivait pas à être dans le bon tempo. C'était le gros problème de Guillaume Martin sur le Tour d'Italie. Sur le Tour de France, il était bien classé, mais il a été obligé d'abandonner. Et c'est vrai que en dehors de ces résultats sur les grands tours qui ont été décevants, on peut noter quand même une 8e place sur le Tour de Catalogne, 9e sur Paris-Nice. Il a fait également 3e sur le Tour des Alpes, 5e de la Von Ardèche Classique, 2e de la Drôme Classique. Également 33e de Liège-Bastogne-Liège, 5e de l'Amour en tout dénivelé Challenge, vainqueur du Tour de l'Ain, ça c'était important pour lui, 8e du Tour de Limousin, 3e de la Coppa Sabatini, 9e du Giro della Toscana, 6e de la Coppa Agostini, 6e également de la Japan Cup Cycle Road Race. On vous dire que c'est un coureur qui a quand même eu des résultats sur la saison, qui a apporté des points à sa formation également. Maintenant, c'est à lui d'aller performer de nouveau sur les grands tours. C'est un coureur qui est important pour les points UCI pour Cofidis et pour l'objectif de Cédric Vasseur en fin de saison, c'est de rester dans ce top 10 du classement UCI. Donc ça sera un réel objectif pour la formation française et il faudra donc que Guillaume Martin soit performant. Il a montré quand même des belles choses. Je trouve qu'il a un peu changé sa manière de courir. Il est devenu moins attentiste, beaucoup plus offensif. Et moi j'ai aimé notamment le numéro qu'il a fait sur le Grand Prix La Marseillaise l'année dernière où il avait été impressionnant. Voilà. C'est quelque chose que j'ai apprécié et je pense que ça serait intéressant de le voir sur certaines classiques. Parce que voilà, il a eu un comportement offensif que j'ai trouvé très intéressant. Peut-être avec un peu plus d'expérience, un peu plus cadenassé, ce comportement offensif, enfin cadenassé, c'est pas le bon terme, mais un peu plus contrôlé, ça peut être intéressant pour Guillaume Martin dans la suite de sa carrière. Je poursuis avec Axel Zinglet. L'une des révélations françaises de la saison, Axel Zinglet, 24 ans, et qui a été vraiment bon. Là aussi, profil plutôt de puncher. Je dirais un profil à peu près à la Benoît Cosnefroy. Puncher très bon dans des bosses très courtes. Je dirais des bosses de 2 km grand maximum sur des temps d'effort de 3-4 minutes. Il a été sacrément fort dans ce genre de situation, notamment c'est ce qu'on a vu au Grand Prix de Vitré, où il m'avait vraiment fait une très très belle impression. À la Famenne Ardennes Classique, il a été bon également. 9e de Paris-Bourges, ça montre quand même des qualités de vitesse pure, parce que c'était un sprint massif, Paris-Bourges. 8e du Grand Prix de Wallonie, 7e de Ruy van Kers Overijse.
Et puis également présent sur l'Arctic Race of Norway, et on finit à 4e du général, 3e du classement des jeunes, parce qu'il y avait également Andreas Leknesund qui a été très présent. Ça a été une bonne saison pour Axel Zinglet. Je rappelle que c'était sa première année chez les professionnels. Hein. Il avait été stagiaire chez Nippo Delco, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de saison complète chez les professionnels. Ça s'est très très bien passé pour le coureur français. Alors, c'est vrai que quand vous arrivez professionnel à 24 ans, 23-24 ans, c'est vrai que vous avez un peu plus de maturité que quand vous avez 21 ou 20 ans, où vous avez un peu moins d'expérience. Lui, il est passé notamment au CC Tube, qui est toujours un très grand centre de formation pour les cyclistes français, le CC Tube, et ça s'est vraiment très très bien passé. Voilà, ça a été une bonne saison pour lui. Il a été, je trouve, très mature, très intelligent dans sa manière de courir. Il place ses attaques au bon moment. C'est pas un coureur qui s'enflamme, j'ai l'impression, Axel Zinglet. Donc ça, c'est très intéressant. Notamment, je pense à Arctic Race of Norway. Je l'avais entendu en interview, je l'avais trouvé très posé, assez calme. Donc ça, c'est intéressant pour la suite de sa carrière. Et c'est un coureur qui, je pense, a une capacité de progression qui est encore très, très importante. On continue avec Brian Cocard. Très bonne saison de Brian Cocard. On l'attendait au tournant, Brian Cocard, l'année dernière. Hein, je me souviens, je crois, de l'avoir mis en coureur à suivre. On l'attendait au tournant. On attendait de savoir déjà quel serait son statut dans l'équipe avec Consoni, avec Chimolide, avec Walchild. C'était la grande question de savoir quel serait son statut. On attendait de savoir également quel serait son niveau de performance. Ça a plutôt été une bonne saison pour Brian Cocard. Dommage qu'il n'ait pas pu faire le Tour de France à cause de la Covid. Mais sinon, il a été très très bon, avec notamment une deuxième place sur l'étape de Granchen sur le Tour de Suisse, derrière Peter Sagan. Ces 2 victoires, notamment une face à Mats Pedersen sur l'étoile de Bessèges, ces duels face à Mats Pedersen sur la Vuelta. Les 2 podiums également sur le Tour de l'Algarve. Enfin voilà, ça a été une saison très intéressante. Deuxième également à Dan Palestel face à Mats Pedersen sur Paris-Nice, deuxième de la route Tourangelle. Également derrière, c'était Boigny ou Desmar, je ne sais plus lequel des deux sur cette course-là, mais il a été vraiment très performant. Et puis en fin de saison, hein, on rappelle également sa victoire sur le Tour de Vendée, face à Brian. Face à Arnaud Desmar, la 7e place sur le Omloop Van Het Outland également, puis 3e de Paris-Bourges. Ça fait du bien de revoir Brian Cocard au top. On espère que cette année, il va aller beaucoup plus sur des classiques. Alors peut-être pas les plus grosses classiques, mais on sait que c'est un coureur qui passe quand même un peu les pavés. C'est pas le plus grand gabarit, hein. C'est vrai qu'il a un petit déficit de poids, il fait que 59 kg, hein, Brian Cocard. Mais j'espère le revoir voilà, sur des classiques, peut-être sur l'Amstel aussi, parce que je pense que c'est un coureur qui a les qualités pour faire des bons résultats sur l'Amstel. Enfin voilà, sur ce type de course, puis le voir un peu plus sur des un peu plus grandes courses internationales, parce que c'est vrai que l'année dernière, il a écréné les courses de la Coupe de France. C'était pour aller marquer des points. On espère que voilà, cette année, il pourra aller sur des courses un peu plus importantes. Si la Cofidis marque beaucoup de points en début de saison, ça sera, je pense, peut-être la condition sine qua non. Yon Izagirre, la 2e place sur le Tour du Pays Basque, elle a lancé aussi une dynamique dans cette formation Cofidis. C'est un coureur qui est important. Alors, il va avoir 34 ans. Donc c'est vrai que ça commence à être un petit âge pour le cyclisme. Hein. C'est vrai qu'il est, comme on dit, il est plus proche de la fin de carrière que du début. Mais il a toujours la motivation, il est toujours présent. Alors dommage, c'est son passage à vide cet été. On n'a pas compris ce qui s'était passé sur le Tour de France. Voilà, il a eu un gros passage à vide juin-juillet, où il a été assez inexistant. C'était compliqué pour lui. Parce que sur le Tour de Romandie, il finit 64e, il avait chuté, et il s'en était bien sorti, notamment à Villars sur le contrôle-à-montre individuel. Ça a été beaucoup plus compliqué sur le Tour des Suisses, où il avait vraiment du mal à remettre en route, et puis vraiment un mois de juin et un mois de juillet compliqué. Mais 2e du Tour du Pays Basque, 7e de Paris-Nice, 6e de Grand Camino, cette course également, cette nouvelle course de début de saison. Donc ça a été une course, voilà, ça a été une saison plutôt intéressante. Dommage, encore une fois, ce trou pendant un moment de la saison. 6e également du Tour du Poitou-Charentes, 19e de la Bretagne classique. Bon voilà, il y a eu quand même des résultats sur l'année et des points marqués par Yon Izagirre. Ça sera l'année prochaine,
14e saison chez les professionnels, vu qu'il a commencé chez Orbea, à l'époque qui était la réserve de Aushkatel. Ensuite, il avait rejoint Movistar, il est passé par Bahreïn, Astana, et désormais Cofidis pour Yon Izagirre. Mais coureur qui est toujours très bon sur les courses d'une semaine, ça sera, je pense, son objectif. Et puis, tenter de faire des choses sur les courses de 3 semaines, tenter, pourquoi pas, d'aller chercher les échappées, d'aller chercher des classements peut-être annexes également pour Yon Izagirre. Max Walscheid, dernier coureur que je vais suivre, qui est un coureur qui a montré des très belles choses, je trouve, l'année dernière. Il a enfin performé au niveau auquel je l'attendais, notamment sur les classiques, où il n'a vraiment pas été mauvais. 7e du Grand Prix d'Isberg, vainqueur du Grand Prix de Denain aussi. 2e de Nocturne Corseux, 4e de Pantour. Et pourtant, il n'a pas pu faire autant de courses qu'il le souhaitait parce que renversé par une voiture, ce qui fait que ça lui a plombé cette partie-là de la saison un petit peu. Et puis ensuite, il a eu un grand rôle d'équipier pour ses leaders au niveau des sprints. Voilà, il a fait du bon travail. Alors dommage notamment son échec sur le contre-la-montre des championnats d'Europe où il est tombé assez lourdement. 3e également de la Musterland Giro en fin de saison. C'est plutôt une très belle saison qu'a réalisé Coco, et on l'attendait peut-être, on l'attendait plus à ce niveau-là presque, Walscheid, parce qu'on avait tellement attendu qu'il performe chez Sunweb, chez NTT, enfin QBK, qu'on se disait est-ce qu'il est capable de le faire, et le fait d'aller chez Cofidis lui a fait le plus grand bien. Et ça a été une belle réussite pour lui. Je pense que c'est un coureur qui a encore une belle capacité de progression. C'est un coureur qui est encore capable de faire de très très belles choses. Max Walscheid, pardon. J'aurais pu vous parler de Rémi Rocha. J'aurais pu parler de Consoni également. J'aurais pu parler, pourquoi pas, de Jonathan Lastra, pardon. J'aurais pu parler de Chimolai aussi, mais voilà, il a fallu faire des choix, de Simon Geschke. Bon, voilà, il a fallu que je fasse des choix au niveau de mes coureurs, mais dans cette formation, c'est vrai qu'ils ont un effectif qui est très homogène. Et le fait de passer à 20 coureurs qui marquent des points, pour Cofidis, c'est un avantage parce que il y a au moins 15 coureurs qui sont capables de marquer pas mal de points dans cet effectif. Donc ça va vraiment être intéressant pour eux pour l'année prochaine. On passe au maillot 2023. Nouveau partenaire maillot, nouveau design de maillot surtout pour Cofidis. Les manches blanches, le centre du corps rouge. L'avantage, c'est que comme il n'y a plus beaucoup de coureurs d'équipes qui ont les maillots avec des hauts blancs, et on va quand même pas mal les différencier par rapport à d'autres équipes. J'ai un peu peur, c'est par rapport à la Trek. Qu'un maillot, vous allez voir, qui est assez intéressant, qui change un petit peu. Mais du côté de la Cofidis, oui, je trouve que c'est un maillot qui permettra de reconnaître. Et puis je rappelle que ça sera également le maillot pour l'équipe féminine qui devrait normalement faire le Tour de France féminin. Cette équipe de deuxième division en catégorie féminine qui va également prendre un petit peu de corps. C'est dommage qu'ils n'aient pas recruté Audrey Cordon-Ragout chez les filles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!